Merci Monsieur le Doyen pour cette introduction. Merci Madame la Directrice d'être venue nous rejoindre ce soir. Je vous propose d'abord quelques mots sur la création de cet Institut de santé publique Paris-Sud et sûrement Paris-Saclay dans un avenir proche. Donc un tout petit mot d'histoire. Vous ne savez peut-être pas que la biostatistique en France est née à l'hôpital de Bicêtre après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui symboliquement est fort et qu'il faut cultiver. Vous savez, alors, Monsieur le Doyen l'a dit aussi, il y a autour du groupe hospitalier Paris-Sud et de l'IGR une excellence de niveau international à propos de recherche clinique et épidémiologique, avec des travaux publiés dans les meilleures revues très régulièrement. Et puis, donc, depuis plusieurs années maintenant, il y a un regroupement des forces universitaires sur le sud de Paris, autour de Paris-Saclay, avec une autre université avec laquelle nous pourrions nous rapprocher un jour, et puis avec Paris-Sud et les écoles d'ingénieurs sont historiquement, ont une force de frappe historiquement importante autour des maths appliquées et des maths théoriques. Et donc, nous qui travaillons dans la recherche clinique, il y a un véritable potentiel de collaboration avec ces collègues avec qui nous n'avions pas beaucoup de collaboration. Et la création de Paris-Saclay nous permet de nouer des liens. Il existe depuis quelques années maintenant un Center of Data Science, le CDS, sur l'ensemble de Paris-Saclay, où toutes les personnes qui travaillent sur les data se regroupent. Puis il y a les écoles d'ingénieurs dont je parlais, qui ont une expertise depuis longtemps dans l'analyse de données. Et puis il y a une poussée politique forte, là aussi depuis quelques années, concentration de recherche et d'enseignement avec des locaux qui sont prévus à cet effet. Alors là-dedans, il était raisonnable, le temps était venu d'essayer de faire que les chercheurs qui font de la recherche en santé publique se rapprochent des cliniciens dans un CHU de niveau international. D'où l'idée d'essayer de regrouper dans la PHP, l'INSERM, l'Université Paris-Sud, dans un premier temps, dans un second temps l'IGR, et puis on espère vraiment l'UVSQ, dans une structure qui, pour l'instant, est dans les murs, pour l'instant, qui aura comme quadruple objectif la formation, la recherche, la valorisation, la diffusion. Donc l'idée, c'est de favoriser les synergies. Autrefois, la recherche clinique, c'était exclusivement des essais randomisés. De plus en plus, c'est de l'épidémiologie. Et l'épidémiologie, ça requiert des compétences méthodologiques particulières. Et donc, il existe sur le site, dans notre université, comme le disait le doyen, un centre de recherche, le CESP, qui regroupe 400 chercheurs et doctorants qui travaillent dans le domaine de la santé publique et en particulier de l'épidémiologie. Donc, synergie entre recherche clinique et épidémiologie. La création d'un pôle hospitalier de santé publique, qui va regrouper l'URP, les services de santé publique, pour augmenter la lisibilité de la santé publique sur le GH. La proposition de faire des journées scientifiques, comme celle-là est la première. Des séminaires de formation, parce que les médecins qui sont dans les CHU travaillent beaucoup. En général, ont une énorme appétence pour faire de la recherche, n'ont pas beaucoup de temps pour apprendre les développements méthodologiques que l'on observe dans le domaine de la recherche clinique et épidémiologique. Donc on va essayer de proposer une offre de formation continue, sûrement à moitié en ligne et à moitié en séminaire d'interaction forte entre enseignants et enseignés le soir, pour pouvoir, le soir à une heure raisonnable, pour pouvoir que tout le monde puisse y trouver du sien. Un incubateur d'entreprise. On a déjà en tête la possibilité deux start-up, elles sont intéressées pour émerger dans le cadre de l'analyse des données en recherche biomédicale. Et puis quelque chose qui en bouge parce que c'est important, la création d'un réseau social interne qui permettrait de colliger l'ensemble des expertises des acteurs de la recherche clinique, épidémiologique et en santé publique sur le site. L'idée étant que toute personne volontaire s'inscrit sur ce réseau social privé, remplit une fiche d'expertise en disant voilà ce que je sais faire, les domaines, les techniques que je maîtrise, etc. En échange de quoi il a accès à toute la base de données qui permet, avec une cartographie d'expertise, si jamais vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les mesures de qualité de vie, spécialisé dans les mesures biologiques de la fonction rénale, etc.,
de pouvoir cliquer, de savoir qui vous avez sur le site, qui a cette expertise, et le contacter et proposer un travail collaboratif. Alors, donc, réseau social interne. Et puis, à terme, peut-être la création d'une rue de la santé publique à Paul-Brousse, où là, on aurait des locaux pour fédérer les forces de recherche clinique et épidémiologique sur le site. Donc ça, c'est le projet d'Institut de santé publique Paris-Sud. Et là, en 10 minutes, même pas, un petit mot d'introduction autour du sujet des conférences de ce soir sur Big Data, Data Science. Et comme c'est nouveau, pour comprendre ce qui se passe, en général, on gagne à regarder dans le passé pour voir comment ça s'est passé avant. Et ceux qui sont intéressés par l'histoire de la recherche clinique, je vous propose vraiment ce livre de Harry Marks, The Progress of Experiment. C'est l'histoire surtout de la recherche thérapeutique aux États-Unis au cours du XXe siècle. Donc c'est plutôt autour des essais de la recherche thérapeutique et en particulier de l'éclosion des essais randomisés, mais pas que ça. Pas que ça. Donc c'est un livre très connu d'un historien de Harvard. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il pointe d'abord du doigt que, vous le savez, la naissance de la médecine scientifique occidentale, symboliquement, arrive au XIXe siècle en France avec Claude Bernard. Et cette médecine scientifique arrive avec la consécration d'une pensée biologique, à tel point que dans cette faculté de médecine, il y a, j'ai calculé, à peu près 600 heures de cours de biologie au sens large. Et à tel point d'ailleurs que c'est une évidence pour tout le monde, la recherche médicale, d'ailleurs on dit recherche biomédicale. Donc la pensée biologique, depuis le XIXe siècle, est très forte dans la pensée médicale. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'à l'origine, cette pensée biologique s'est opposée à la pensée statistique. Claude Bernard disait, jamais la statistique ne pourra permettre de comprendre la nature des phénomènes. Et j'appliquerai ça encore à l'usage des statistiques pour comprendre l'efficacité des remèdes utilisés dans certaines maladies. Donc pour lui, la statistique ne servait pas pour comprendre la nature des phénomènes cliniques et pas non plus pour évaluer les thérapeutiques. Alors que bon, aujourd'hui, l'évaluation des thérapeutiques passe par la statistique et puis qu'il y a de l'épidémiologie étiologique qui permet de comprendre la nature des phénomènes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, la première moitié du XXe siècle, c'est le paradigme biologique qui a continué à être majoritaire pour essayer de développer des médicaments, avec en particulier un succès dans le domaine de l'infectiologie. Et puis, aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, les savants se rendent compte que finalement, ça ne marche pas complètement. Et là, une nouvelle génération de chercheurs regarde ce qui se passait dans le domaine de l'agronomie dans les années 20 et 30, où ils faisaient des expérimentations statistiques et ils décident de transposer ces expérimentations statistiques au monde de la clinique. Et c'est la naissance de l'evidence-based medicine, qui est, alors j'ai marqué, et du petit p, naturellement, dont vous avez tous entendu parler, qui est une pensée complètement contraire à la pensée, originellement, à la pensée biologique. Comme le disait Claude Bernard, il voulait déterminer les phénomènes pathologiques. Quand on dit déterminer, ça ne veut pas dire statistique, ça ne veut pas dire des petits p. Et donc, à partir de la moitié du XXe siècle, il y a comme ça une cohabitation, j'ai marqué délicate, voire ambivalente, entre une pensée biologique et une pensée statistique. Alors, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est d'ailleurs, c'est pas au même niveau dans toutes les spécialités médicales. Il y a des spécialités médicales extrêmement statistiques et des spécialités médicales extrêmement biologiques. Par exemple, la médecine générale est une spécialité où l'evidence-based medicine est omniprésente. La pensée biologique est très peu présente. Et la réanimation, par exemple, la pensée physiologique est très forte. Et ce qu'on observe, c'est que dans les dernières décennies, en fait, la statistique a envahi l'ensemble des spécialités médicales, y compris la réanimation naturellement. Alors pourquoi la cohabitation est délicate? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une tension entre l'INSERM et le PHRC. Vous savez tous ce que c'est que le PHRC, le programme hospitalier de recherche clinique. C'est la Direction générale de l'offre de soins, donc le ministère de la Santé, qui finance la recherche clinique. Eh bien, l'INSERM, régulièrement, considère que c'est scandaleux qu'il y ait autant d'argent qui soit dépensé pour faire de la recherche clinique. Pourquoi ça? Parce que la pensée épistémologique de l'INSERM est une pensée bernardienne, profondément biologique. Alors que la pensée du PHRC, au contraire, le PHRC c'est dans ce mouvement, j'en sors cet après-midi, et dès qu'il y a un projet qui est trop biologique,
il est immédiatement écarté. Immédiatement. L'idée étant, il faut que ça ait un intérêt direct pour le patient. Dès que c'est biologique, c'est pas direct. Donc vous voyez, même au XXIe siècle, il y a encore cette tension entre le monde de la biologie et le monde de la statistique. Et donc ça, je suis sûr que implicitement vous le savez tous. Alors ce qui s'est passé en fait dans les années 70, et que l'on sait moins dans le domaine de la biostatistique, c'est qu'est arrivé ce qu'on appelle l'exploratory data analysis, ce que dans notre jargon on appelle la pêche à la ligne. Vous voyez à quel point c'est péjoratif. C'est-à-dire que, eh bien, plutôt que de faire des choses hypothético-déductives, on a des jeux de données, on va regarder ce qu'il y a dedans sans formuler d'hypothèse, on explore. Et ça, en médecine, alors, en sciences humaines et sociales, ça a pignon sur rue, et en médecine, c'est mal vu. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la pensée biologique en médecine qui doit générer les hypothèses que l'on va tester expérimentalement. Et donc, explorer pour générer des hypothèses, c'est pas bien. Alors, il faut dire en plus que les techniques d'exploratory data analysis, quand c'est univarié, quand il y a une seule variable, on peut faire un histogramme, ça marche à peu près. Quand c'est très largement multivarié, en fait, souvent, c'est décevant. On a appelé ça la malédiction dimensionnelle. C'est-à-dire, plus c'est compliqué, moins les méthodes marchent. Et donc, du coup, comme ce n'était pas hypothético-déductif et que ça ne marchait pas tellement bien, les médecins ne se sont jamais tellement intéressés à l'exploratory data analysis. Et puis, années 90, alors j'ai marqué pensée sphérique, c'est un peu bizarre, mais en plus, ces méthodes historiques d'exploratory data analysis multidimensionnelles marchaient bien pour trouver des clusters sphériques, voilà, des formes, pour explorer des datas avec des formes très particulières. Et rien ne dit qu'en médecine, les formes des syndromes, des phénotypes, etc., soient aussi régulières que des sphères. Donc, alors je marque, années 90, il y a des chercheurs, statisticiens, qui arrivent à lever le problème de la pensée sphérique, qui arrivent à trouver des méthodes d'analyse en cluster non sphériques. Et puis, année 2000, donc c'est tout récent, il y a avec, en particulier, la seconde génération de réseaux de neurones. On peut dire que c'est plus ou moins la fin de la malédiction dimensionnelle, avec un très beau papier de Hinton dans Science en 2006, qui montre d'un côté une vieille méthode exploratoire multidimensionnelle d'analyse en composantes principales, et puis de l'autre côté des réseaux de neurones, et sur un jeu de données benchmark largement utilisé par les informaticiens, il montre que ces réseaux de neurones font largement mieux que la méthode qui était utilisée d'habitude, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a l'explosion de l'exploratory data analysis, puisque c'est toujours ça, dans les données en général qui sont issues de l'Internet, et, on va le voir tout à l'heure, du monde médical aussi. Et donc pourquoi tout flambe? Parce que quand le petit p a été créé, on oublie, le petit p a été créé symboliquement en 1922, dans un très beau papier de Fischer, 70 pages écrit tout petit. C'est là qu'il conceptualise le petit p. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le petit p a été fait en fait pour analyser des données sur de tout petits échantillons. 10, 20 sujets, c'était déjà énorme. Parce que leur sujet, c'était des champs pour cultiver. Et donc, ils avaient peu de sujets. En fait, quand ils avaient des larges échantillons, les différences qu'ils comparaient étaient tellement énormes qu'ils n'avaient pas besoin de faire de petits p, ils voyaient qu'il y avait des différences. Donc, la statistique référentielle, à l'origine, elle était faite pour des petits échantillons. Or, aujourd'hui, on a des données, Fischer n'imaginait pas du tout qu'il pourrait y avoir des ordinateurs sur lesquels on pourrait stocker des milliards et des milliards de quantités d'informations. Ce n'était absolument pas conçu à l'origine dans l'outil statistique que l'on utilise au quotidien, nous, en biostatistique. Donc on a de nouvelles données, et du coup on va pouvoir se poser de nouvelles questions, parce qu'en médecine, on s'interdit de se poser des questions aujourd'hui parce qu'on n'a pas les outils. Par exemple, une question médicale de tous les jours, c'est quand je prescris un médicament, je vois quand même que parfois ça marche et que parfois ça ne marche pas, c'est quand même quelque chose de propre à la médecine en général. Eh bien, chez qui ça marche et chez qui ça ne marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas des groupes homogènes de patients dont je ne perçois pas l'homogénéité cliniquement, mais elle doit exister quand même derrière, sûrement, puisqu'il y a de telles différences d'efficacité thérapeutique? Ça, c'est vraiment une question profondément clinique avec un impact sur le soin qui est majeur. Et aujourd'hui, on n'utilise pas d'outils statistiques. Vous pouvez regarder dans le New England, dans le Lancet, etc. Il n'y a quasiment pas d'études qui essaient de répondre à cette question. Et les questions des algorithmes décisionnels,
alors pas ceux de la HAS hein, ou les petits organigrammes comme ça, mais comment opérationnaliser la thérapeutique à partir de data. Eh bien, il faut dire que jusqu'à maintenant, c'était quand même assez rudimentaire. Hein, on a des scores, on additionne des variables, mais n'importe quel clinicien sait que ce n'est pas en additionnant des variables qu'on peut capturer ce qui se passe chez un patient. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est non linéaire, c'est très compliqué ce qui caractérise un patient. Et bien aujourd'hui, on commence à avoir des Watson d'IBM commence à générer des algorithmes décisionnels qui challengent les pouvoirs, la décision thérapeutique d'un clinicien expert. Donc vous voyez alors, du coup, est-ce que c'est une rupture ou pas? Parce que là, je vous ai fait un petit peu peur, j'imagine. On ne peut pas dire, il y a des gens qui disent que c'est une révolution, etc. C'est une crise épistémologique en fait, c'est tout. Comme une crise de croissance. Une crise, c'est une rupture d'équilibre. Jusqu'à maintenant, on avait un équilibre implicite entre une pensée biologique et une pensée statistique, inférentielle. Dans notre faculté de médecine, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui aiment la biologie, ils ont une pensée biologique, et puis il y a des gens qui préfèrent pas regarder. Oui, par exemple, au PHRC, on a eu un projet aujourd'hui, avant un pontage, c'est une stratégie pour gérer l'anxiété avec des bols tibétains qu'on met sur le ventre. Voilà. Alors là, comment ça marche, on n'en sait rien, les bols tibétains, mais c'est pas le problème, si ça se trouve, ça fait du bien aux gens. Vous voyez, ça c'est la pensée hypothético-déductive à faible charge théorique, qui est présente dans le monde de la clinique. Et donc vous avez un équilibre entre les deux. Vous avez un équilibre entre les deux. Et bien aujourd'hui, il y a un troisième acteur qui est en train d'arriver, c'est la pensée statistique descriptive multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils pour voir ce qui se passe dans des espaces très largement multidimensionnels de paramètres clinico-biologiques. Et c'est terrible parce que jusqu'à présent, notre pensée statistique, biostatistique, ne nous autorise pas à voir. Voir, c'est pas bien. Il faut être hypothético-déductif. Et ça va être une vraie rupture. On va devoir changer nos cours de lecture critique d'articles. Il ne va plus falloir dire que le petit p est la seule façon de concevoir l'inférence en statistique. Bon, c'est déjà un peu le cas, mais là, il faudra lire encore plus fort qu'avant. Donc vous voyez, ce n'est pas une révolution, mais c'est quand même un changement. Alors on va le voir à propos de 3 exemples tout de suite. Donc je vais passer la parole à Emmanuel Bacri, qui est chercheur au CNRS, chercheur dans un laboratoire de l'école polytechnique, et qui est responsable de l'initiative Data Science à l'école polytechnique, et qui est responsable aussi de l'analyse à base de Data Science des données de la CNAM, de l'assurance maladie.